Plus de tempêtes et d'inondations, plus de glissements de terrain, de sécheresse et de canicules, plus de feux de forêt, de morts et de disparus. Les temps sont mauvais. Plus de doute, en seulement quelques semaines, la planète est passée par tous ses états. Il a fait chaud, il a fait frais, et comme si cela ne suffisait pas, la Terre s'est mise à son tour à trembler plus fréquemment. Au Maroc, ce sont des milliers de personnes qui ont trouvé la mort durant des secousses, pendant que d'autres milliers étaient emportés quelques kilomètres plus loin en territoire libyen par des eaux en furie. On dirait des tsunamis moins dévastatrices au port de pêche de Lomé. Les mêmes furies se sont invitées sous les piroguiers effrayés, ballottés et blessés, sous les regards incrédules des femmes revendeuses de poissons. Pas de mort selon les autorités, plus de peur que de mal pour reprendre cette belle formule. 11 pêcheurs ont tout de même été blessés. Après tous ces sacrifices, les poissons ont-ils été sauvés? Nul doute que les écoliers en fin de vacances voudront bien manger une dernière bonne sauce aux poissons frais avant la rentrée. Demain, c'est la rentrée académique. Les maîtres et enseignants vont retrouver les salles des cours. Le ministère des enseignements primaires et secondaires est déjà en selle. Dodi Kokoroko est resté à son poste. Tout le contraire de certains qui sont désormais ses anciens collègues. Cette semaine, ils ont dû remettre les clés de leur département à de nouveaux ministres. En ce qui concerne les médias, le professeur Akodayo Adam ne portera plus la parole du gouvernement. Sa célèbre réforme portant convention collective va-t-elle finir par faire rayonner un peu plus la presse nationale engagée avec le Togo dans un long processus démocratique? Vendredi, en célébrant la journée internationale de la démocratie, le Togo et l'ensemble des pays du monde ont pu mesurer les chemins parcourus, mis en gras les rosses et autres épines, puis se projeter pour un avenir porteur d'espoir. Depuis 30 ans, le Togo s'essaye à la démocratie. Il met en place divers mécanismes pour l'aider à plus de transparence, de justice et de respect des droits de l'homme. Les mêmes mécanismes sont en cours d'expérimentation dans tout l'espace africain francophone. Cet espace est malheureusement en proie à une crise politique doublée de menaces sécuritaires. Les terroristes ont contribué à changer la vie en Afrique de l'Ouest, notamment pas seulement celle des populations, la vie des chefs d'État aussi. Alpha Condé, Ibrahim Boubacar Keïta, Mohamed Bazoum, Omar Bongo, pour ne citer que, ont perdu leur fauteuil. En vérité, ont-ils perdu leur siège pour que la démocratie puisse mieux s'installer? La démocratie a-t-elle toujours un avenir en Afrique? Généralement, face aux questions et aux incertitudes, l'homme se retourne vers le Créateur, son Dieu. Au Togo, les maisons de Dieu sur terre sont au cœur d'une nouvelle réglementation. Quand, où et comment prier, les autorités ont refait les cultes. C'est Maître Jean Degli qui est notre invité du jour. L'émission est mise en onde par Romaric Fetas. Nos contacts sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Maître, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Pyramide FM. Merci d'être là ce dimanche et surtout bien habillé là pour ceux qui ont la possibilité de nous regarder. Je disais quand vous êtes rentré en studio aussi, c'est Camerounais ou Burkinabé. En tout cas, je sais que c'est africain quand même. Ah, c'est beaucoup plus burkinabé. Beaucoup plus burkinabé. C'est pour faire un peu la tendance là. Depuis quelque temps, on parle de retour à nos origines. On parle de plus en plus de panafricanisme. Est-ce que c'est un peu ça? Non, moi, personnellement, j'ai toujours aimé m'habiller en africain. Je crois que les gens qui nous ont vus à la conférence nationale ont pu apprécier le fait que j'étais souvent en mboubou plutôt qu'en veste et cravate. L'Afrique aussi a ses valeurs, l'Afrique a ses cultures, l'Afrique a ses accoutrements. Il faut que de temps en temps, nous soyons dans nos accoutrements de chez nous. Je veux réagir à l'entente de cette émission sur 2, 3 ou 4 questions. D'abord, une première question en lien avec les vacances qui sont en train de finir. La semaine prochaine, les élèves seront encore une nouvelle fois à la maison pour finir les vacances. La rentrée, ce sera le lundi de la semaine qui va suivre la semaine prochaine. Donc, à votre temps, comment passez-vous ces vacances? Un peu de souvenirs? Oui, en fait, quand nous étions jeunes, comme on est à Palimé, nos vacances, la plupart du temps, on les passait à Lomé, chez notre grand-mère, la mère de notre mère. C'est chez elle que nous passions nos vacances, à Hanokopé notamment, avec quelques temps chez notre tante à Tipodi. De temps en temps, on faisait la navette, mais essentiellement chez notre grand-mère. Et puis,
Bon, au collège, quand je suis arrivé en classe de 6e, 5e, il m'est arrivé de passer des vacances chez ma grande sœur, qui était à l'époque avec son mari à Atakwame. Son mari a été affecté à Atakwame. Donc j'ai passé quelques vacances à Atakwame. Et une seule fois, et c'est d'ailleurs eux qui m'ont amené, une partie des vacances à Tchévier. Donc les vacances se passaient essentiellement chez des membres de famille. Okay? Pour certains, ils allaient chez des oncles et autres. C'est ce que nous faisions. Mais quand vous venez à Lomé, pour ce qui concerne Lomé, à Tikodi et puis à Nkopé, vous vous occupiez comment? Pendant les vacances, on essayait de se promener souvent. Hein. On jouait de temps en temps avec les jeunes du quartier. Moi, je me rappelle avoir souvent fait une activité que j'aime beaucoup. C'était avec ceux qui vivaient dans la même maison chez nous, puisque c'est une maison de location. C'était d'aller faire la pêche. Faire la pêche un certain nombre de fois. On en a fait à la mer, on en a fait dans la lagune de Lomé. Et puis, bon, on jouait. Le reste du temps, on était au bord de la route. C'est celle d'ailleurs qui conduisait le général Yadema du camp hérité à son boulot et au retour. Et puis on était là pour regarder les va-et-vient. Pour l'applaudir, en fait. Non, à l'époque, en tout cas, personne ne nous obligeait encore à applaudir. Les applaudissements systématiques et obligatoires viendront à partir de la période de l'animation politique, notamment de 1977. Mais à l'époque, on était là, on regardait tout simplement. Bon, les gens applaudissaient. Il se peut qu'on ait applaudi ou qu'on n'ait pas applaudi, mais ce n'était pas obligatoire. Voilà. Ce que vous racontez là, c'est autour de quelle année? C'était entre, je dirais, 69 jusqu'à 76, 77. Hein. Oui, et puis bon, après, quand je venais en vacances, c'était beaucoup plus chez ma tante à partir de 77. Et en 80, j'ai été obligé de venir rester à Lomé moi-même, après avoir quitté le lycée de Kodi. Parce que vous devez commencer l'université. Non, en fait, j'ai quitté... Ou bien continuer le lycée à Lomé. J'ai continué le lycée à Lomé en quittant en finissant la classe de seconde, puisque... Vous le savez certainement, on avait fait grève et puis on nous avait exclus du lycée de Kodi. Ça, je ne savais pas. Racontez-nous. Je ne savais pas. Non. Bon, en fait, on avait eu un problème avec le proviseur. Il était question qu'on ramasse des pailles. On apporte des pailles pour couvrir les apatames qui étaient dans sa maison, celle du surveillant général et celle du censeur. Et tous les lycéens que nous étions à l'époque, on avait demandé à pouvoir venir chercher les pailles le mercredi, parce qu'on avait l'air libre le mercredi après-midi. Donc on voulait venir chercher les pailles le mercredi. Et il y avait plein de pailles autour du lycée de Kodi. Donc le proviseur a refusé. Il a dit que chacun devait transporter les pailles depuis sa maison pour venir au lycée. Bon, moi, à l'époque, ma mère vendait au lycée, et c'est moi qui transportais ses bagages le matin pour l'aider à venir au lycée et vendre avec elle pendant la récréation. Alors, il était difficile pour moi de transporter les bagages de ma mère en même temps que la paille qu'on me demandait d'apporter. Alors, nous sommes allés demander, l'administration a refusé, et puis le lundi matin, on s'est présenté. Certains ont eu la possibilité d'apporter les pailles, et on nous a dit que non, il fallait que les autres aillent à la maison, ramener leurs parents. Bon, nous avons ramassé toutes les pailles, nous les avons rassemblées, puis nous les avons brûlées. Et nous avons demandé au proviseur d'aller chercher les pailles lui-même. Parce que l'État lui a construit des appartements. Lui devait s'occuper de couvrir les appartements plutôt que de demander ça aux élèves. Et qui plus est, les élèves veulent ramener la paille. Ils cherchent à les humilier en disant vous devez transporter ça depuis votre maison. Moi, j'habitais, je faisais plus de 3 km pour aller à l'école. Si on me dit, en plus des bagages de ma mère, de transporter la paille, j'étais major de classe à l'époque, nous avons décidé de brûler la paille. On a brûlé. Ça fait une grève, ça fait du tollé. Donc, bon, on a décidé qu'il fallait nous exclure du lycée beaucoup plus à la fin de l'année, parce que le régime qui n'aimait pas la grève s'était quand même rendu compte qu'on avait un peu raison, parce que la manière de se comporter de l'administration n'était pas la meilleure à l'époque. Donc, bon, à la fin de l'année, on nous a éclatés. Tous ceux qui ont fait la grève, on les a balancés à gauche et à droite. Et moi, je me suis retrouvé à Lomé, au lycée du 2 février. Voilà. Je ne sais pas si, par la suite, quand on vous a découvert sur le plan public, vous portez déjà peut-être des gemmes de défense, peut-être, je ne sais pas, où vous avez un certain nombre d'attitudes, vous vous rebellez contre ce qui n'est pas
juste. Est-ce que ça vient peut-être de la... Non, moi je sais que, sans faire de la grosse tête, j'ai toujours, depuis la maison, j'ai toujours défendu les droits des gens. J'ai défendu les domestiques, j'ai défendu tout le monde. Et qu'à l'université, vous demandez à mes camarades, ils vous diront que en 1986, j'étais de ceux qui, même pratiquement à la tête de ceux qui ont dit cette histoire de tribalisme sur le campus où on réservait des postes des associations estudiantines à certains plutôt qu'à certains autres, il fallait y mettre fin. Et bon, ça nous a coûté. C'est avec la plupart des camarades de l'époque d'ailleurs qu'on a fait le mouvement des années 90. Voilà. Retournons toujours dans le passé. Là, on sait que à cette époque, pour faire la rentrée, et comme c'est le cas aujourd'hui, les parents devaient se débattre pour pouvoir rassembler les fonds. Aujourd'hui, les frais de scolarité montent parfois à plus d'1 million de francs CFA. Et pour la plupart, aujourd'hui, dans les CG et lycées, c'est un peu plus de 100 000 ou 200 000 francs. À votre époque, on payait combien? Cela dépend. Dans les établissements publics, je dirais qu'on ne payait pas grand-chose. Je crois qu'à l'école primaire, à l'école de la gare où moi j'ai fait une bonne partie de l'école primaire, on payait à l'époque 730 francs. Et 730 francs, c'était déjà beaucoup, parce qu'à l'époque, 730 francs, il fallait les réunir. Hein. Et puis au lycée, c'était 2500 francs. C'est-à-dire au collège et au lycée, c'était 2500 francs la scolarité. À l'époque, c'était comme ça. Et pendant la même période, au collège protestant, où j'avais eu mes grands frères, c'était 17 500 francs la scolarité. Il y avait cette différence-là entre le lycée où moi j'étais 2500 francs et le collège protestant où mon père devait payer 17 500 pour mes deux grands frères, chacun d'entre eux. Donc, déjà à cette époque, il y avait quand même une différence. Et le temps passant, je crois que les frais de scolarité sont devenus extrêmement élevés. Et aujourd'hui, je dirais c'est très difficile pour certains parents de pouvoir offrir une scolarité digne de ce nom à leurs enfants. Justement, face à une situation pareille, on a quand même sur le territoire des enfants talentueux, brillants et doués, mais qui forcément n'ont pas de parents financièrement assis. Et comment faire pour que, éventuellement, ces élèves-là, pour certains, n'abandonnent pas en cours de chemin parce qu'entre-temps, les parents n'ont plus la possibilité de les soutenir? Oh, je pense que sur ce plan-là, il faut que l'État continue de jouer son rôle. Moi, par exemple, qui suis devant vous aujourd'hui, devenu aujourd'hui ce que je suis, avec une formation en histoire-géographie, une formation en droit jusqu'au doctorat, si je suis là, c'est parce que l'école publique m'a permis d'être là. Donc l'école publique doit toujours continuer de jouer son rôle, de créer, de continuer à assurer l'égalité de chance pour tous les citoyens. Et donc que ceux qui n'ont pas les moyens pour envoyer leurs enfants dans les établissements les plus chers puissent au moins les envoyer à l'école publique, mais que l'école publique soit organisée de façon à pouvoir donner l'éducation la meilleure également à ses enfants. Et je crois que sur ce plan, l'éducation togolaise, en tout cas avec notre jeune frère Kokoroko, a fait beaucoup d'efforts. Voilà. Nous allons justement, quand vous parlez de Kokoroko, évoquer les ministres, puisque lui, Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires, il est resté à son poste. Dans le même temps, certains de ses collègues ont été éjectés, certains font leur entrée dans ce gouvernement, beaucoup ont été surpris, et pas ce remaniement, puisqu'il intervient à quelques mois seulement des élections législatives. Quand on est ministre, vous avez été ministre, est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question, quand ça va finir? Parce qu'on sait que quand on est ministre, un jour ça finira. Est-ce qu'on se pose cette question? À mon humble avis, dès qu'on devient ministre, si véritablement on a une volonté de faire évoluer son pays ou bien une vision, on doit s'inscrire dans le court terme. On ne peut pas aller au ministère avec une vision de je vais rester très longtemps dans mon ministère. Donc, faire tout ce qu'on doit faire le plus rapidement possible et marquer
son temps et son passage. Maintenant, lorsque vous êtes ministre et que vous avez, et là aussi c'est deux dimensions différentes, lorsque vous êtes ministre et que vous considérez que c'est une mission de service public dont vous êtes chargé et que vous devez essayer de la réussir le plus rapidement possible, vous n'êtes pas gêné qu'à un moment donné, on vous enlève du ministère. Mais lorsque vous êtes dans la dimension jouissive du ministère, où vous pensez que quand on vous a appelé pour être ministre, c'est pour que vous aussi, vous veniez partager ou bien prendre une part du gâteau, dans ces conditions, vous êtes inquiet tout le temps. Vous êtes inquiet, vous êtes dans l'inquiétude tout le temps, vous voulez tout faire pour rester le plus longtemps possible. Et c'est ça qui d'ailleurs va vous amener à soutenir et à supporter des choses que vous ne devez pas soutenir. Si vous considérez que c'est une mission pour le peuple que vous devez accomplir, que c'est une tâche d'intérêt public, et dans ces conditions, vous n'êtes pas gêné, vous faites votre travail, et je crois que vous pouvez le réussir si votre vision s'inscrit dans cet ordre d'idée. Il se raconte que dans le temps, c'est en plein journal de 12h30 que certains ministres sont débarqués. Est-ce que ceux qui racontent ça ou rapportent ça, est-ce qu'ils ont menti ou pas? Non, c'est la vérité. Le général Eyadema n'informait pas les ministres de leur nomination ni de leur licenciement ou de leur dégommage. Hein. Non, les gens apprenaient au journal de midi ou bien à 20h qu'ils sont nommés ministres. De la même manière, un ministre apprenait au journal qu'il a été remercié, qu'il a été débarqué. C'était comme ça. C'était comme ça à l'époque. Et bon, personne ne pouvait rien dire parce que le chef est tout puissant, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais en même temps, est-ce que nous sommes en Afrique? Est-ce qu'il arrive que certains ministres fassent du guigri, par exemple, pour durer? Vous savez, lorsque vous êtes justement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la dimension jouissive du poste de ministre, vous allez vous adonner à n'importe quoi pour pouvoir rester le plus longtemps possible. On a encore des informations aujourd'hui où des gens font des prières, vont dans des messes ou bien font X et Y choses pour pouvoir rester le plus longtemps possible ministre. Cela existe. Cela n'est pas seulement au Togo. Hein. Dans d'autres pays, on nous a même fait comprendre qu'on faisait des sacrifices humains. Hein. Et les albinos sont passés par là à certains endroits. Donc, c'est une réalité. On est en Afrique. Vous, je l'ai dit, vous avez été ministre durant la transition, mais on sait que depuis, vous êtes resté en regardant tout ce qui se passe un peu partout au Togo, mais aussi en Afrique, mais également au-delà de l'Afrique. Quel est votre prototype de ministre modèle pour des pays comme les nôtres qui se battent pour plus de démocratie, pour plus de développement? Le prototype de ministre modèle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce ministre qui inscrit son passage au ministère dans l'idée de venir réaliser ou aider à réaliser quelque chose pour son pays, pour son peuple. Lorsque l'on s'inscrit dans cette dimension, que l'on vous remercie demain ou après-demain, vous avez toujours quelque chose qui est resté et c'est ça dont vous devez être fier. Donc, être ministre, pour moi, doit s'inscrire dans la dimension de venir satisfaire l'intérêt général et apporter un plus, pas juste venir, passer et partir. Justement, quand vous parlez de justesse, on a compris quand même en Afrique que trop de personnalités ou de ministres sont entrés au gouvernement pour jouir. Est-ce que c'est africain? Est-ce que c'est africain comparé par exemple aux Européens ou aux Américains? Non, non, ou même aux Asiatiques? Ce n'est pas uniquement africain. Il y a des gens dont la fonction est simple, politicien. OK? Et vous en avez en Occident, vous en avez beaucoup. Beaucoup de fonctionnaires en Occident font tout pour être nommés ministres un jour, ok, pour pouvoir jouir. C'est un peu le sommet des postes qu'on peut avoir dans l'administration. Beaucoup font des fois, mais en même temps, c'est des gens qui souhaitent marquer leur passage au poste de ministre, faire quelque chose pour que quand ils sont partis, on puisse parler d'eux en termes de ceux qui ont apporté une contribution à la nation. Voilà un peu la différence avec ce que nous avons ici. Sinon, en Occident aussi, il y a des gens qui veulent être ministres juste pour être ministre. En tout état de cause, pour qu'on vous nomme ministre dans la plupart des pays occidentaux, il faut qu'on vous ait jaugé
qu'on ait vu que vous avez une capacité, une compétence, que vous vous y connaissiez dans le domaine dans lequel on va vous nommer ministre. Et puis quand on vous nomme ministre, on attend un résultat. On n'attend pas que vous veniez seulement encenser le chef de l'État ou bien qui que ce soit. On attend un résultat de vous. Et vous devez produire des résultats. Si vous n'en produisez pas, on vous éjecte. Voilà. Bien, merci. Après cette parenthèse, nous allons parler de démocratie puisque vendredi, le monde a célébré la journée internationale de la démocratie et on sait que l'histoire, pour ce qui concerne les pays africains, remonte au début des années 90. Il y a eu ce discours de la Baule et puis par la suite, comme une traîne de poudre, le phénomène s'est répandu dans les pays africains francophones notamment. Est-ce qu'ils avaient été forcés ou pas à cette époque? Forcés, non. Mais d'abord, permettez-moi de dire quelque chose. Le discours de la Baule, je crois que on lui donne souvent trop d'importance dans les processus de revendication de la démocratie en Afrique. Je pense, et je le dis, je l'ai déjà dit dans mon livre Togo, la tragédie africaine en 1996, le discours de la Baule est un discours suiviste, est un discours opportuniste, est un discours de rattrapage. Pourquoi? Au moment où le discours de la Baule avait été prononcé par Mitterrand, dans beaucoup de pays africains, il y avait déjà des soubresauts pour aller vers la démocratie. Le Bénin avait déjà eu sa conférence nationale. Et le Bénin était en transition. Et ce n'est pas le discours de la Baule qui avait créé cela au Bénin. Au Togo, il se passait beaucoup de choses déjà à notre niveau. Et ce n'est pas le discours de la Baule qui nous avait amenés là. Dans d'autres pays africains, je crois, dans la Côte d'Ivoire même, il y avait déjà beaucoup de soubresauts avec les Gbagbo et autres pour la démocratie. Et c'est justement tenant compte du fait qu'on est arrivé à la fin de la guerre froide, qu'il y avait la volonté de démocratie et de respect des droits de l'homme dans le monde, et que nécessairement l'Afrique devait passer par là, et l'Afrique francophone, que le président Mitterrand, saisissant donc l'opportunité, a fait ce discours-là. Et d'ailleurs, cela est d'autant plus vrai que l'attitude que la France va avoir après, quand il y aura des résistances par rapport à la volonté de démocratisation de la part des dictateurs, le montre très bien. Quand elle voit que quelqu'un peut résister, un des dictateurs peut résister, on soutient ce dictateur-là. Quand on voit que ce dictateur, un dictateur va être plutôt ballotté ou est dégommé, en ce moment, on donne un peu de soutien à ceux qui veulent venir au pouvoir pour que si demain ils viennent, ils soient toujours du côté de la France. Donc, le discours de la Baule n'est pas un discours fondateur ou créateur de revendications démocratiques en Afrique. C'est un discours suiviste et opportuniste. C'est un discours qui est venu accompagner ce qui avait déjà commencé pour le Sud. Donc, cela étant, ce discours, compte tenu des relations que la France avait avec nos pays, où elle a mis en place les régimes qui étaient là, les a soutenus. J'appelle d'ailleurs cette époque celle des bons cons font les bons amis. Pour la France, c'est les bons cons font les bons amis. Ceux qu'on met en place, s'ils sont prêts à sacrifier tous les intérêts de leur peuple pour soutenir la France, bon, on les maintient au pouvoir et ils sont les bons amis. Donc, compte tenu de la relation qu'ils avaient avec la France, nécessairement, ce discours avait un effet de pression sur ces dictateurs au pouvoir. OK? Mais si c'était juste le discours de la France et qu'il n'y avait pas les revendications populaires à l'intérieur, bien, les dictatures n'auront jamais cédé, il n'y aura jamais eu de processus démocratique. Oui, mais quand même, quelque part, si on met de côté le discours de la Baule, ces frémissements que vous décrivez, notamment en Côte d'Ivoire, au Togo ou ailleurs, et même la conférence nationale au Bénin, ça vient de quelque part. Oui, ça vient de la chute du mur de Berlin. Vous savez, jusque-là, c'était des gens qui, quand ils étaient dans le giron des Occidentaux, étaient soutenus comme dictature. Quand ils étaient dans le giron des pays de l'Est, de l'Union soviétique, étaient soutenus également comme dictature. Et ce qu'on disait aux Africains, depuis l'indépendance jusqu'à cette période, c'est que l'Afrique ne peut se développer, ne peut connaître le bien-être que dans le cadre des régimes forts, et notamment des régimes de dictature, militaire, quelquefois, ou à parti unique. En tout cas, à parti unique nécessairement. Que l'Afrique ne peut se développer dans ce cadre-là.
l'Afrique a fait son expérience. De 1960, à la période des indépendances, notamment dans le giron français, jusque dans les années 80 et à l'orée des années 90, l'Afrique a connu des dictatures, l'absence de liberté, l'absence de démocratie, les pouvoirs d'une seule personne, mais l'Afrique ne s'est pas développée, l'Afrique n'a pas connu de bien-être. Au contraire, il y a eu la corruption, le pillage, les détournements. Disons qu'à la fin des années 80, les populations africaines se retrouvaient dans un état de misère. Donc, lorsque on a senti qu'il y avait ce vent de l'Est-là, qui a commencé à permettre que l'on parle de démocratie, de droits de l'homme, les pays africains ont réagi, les populations africaines ont réagi, en se disant, tiens, c'est l'occasion, il faut que nous aussi nous revendiquions une part de cette liberté, de ce vent-là qui souffle. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, lorsque l'on parle de processus démocratique en Afrique, il faut avoir clairement à l'idée que ce n'est pas uniquement une question de liberté et de changement de politique, de régime politique. C'est aussi une question globale de bien-être, de changement de gouvernance et d'une gouvernance pour tous. Malheureusement, dans la plupart des pays, la démocratie s'est résumée à quoi? Aux textes, constitution, tests électoraux qu'on a écrits et puis c'est tout. C'est ça la démocratie. On n'a jamais respecté ces textes-là. Et en tout cas, les gens sont venus dans l'apparat de démocratie pour gouverner exactement comme les dictatures le faisaient avant leur arrivée. Tribalisme, détournement, corruption, injustice, tout ça a été répliqué de la même façon. De l'autre côté, il y a certains régimes qui ont réussi à rentrer véritablement dans la démocratie sur le plan du respect des principes. Mais là aussi, les gens qui sont arrivés, ils ont préféré faire un peu une politique de je gouverne, je viens au pouvoir dans la démocratie, mais pendant que je gouverne pour moi et mon entourage. Donc du coup, le gros problème qui est resté, c'est que l'Afrique, francophone notamment, a accepté la démocratie, mais n'a pas accepté d'y mettre la bonne gouvernance. Ce qui va entraîner des soubresauts, après comme ce que nous connaissons actuellement. La situation est un peu différente dans les pays anglophones, où les gens ont mieux fait les choses. Parce que dès le départ, c'est des gens qui ont été laissés, à qui la liberté a été laissée par le colonisateur, de se développer eux-mêmes. Et quand vous allez au Ghana, au Nigeria, au Kenya et autres, la situation est un peu différente. On est obligé de rendre compte de sa gouvernance et de gouverner pour le peuple. C'est vrai que quand on regarde un peu sur le parcours, la situation est relativement différente quand on quitte l'espace francophone pour l'espace anglophone. Mais quand on regarde ce qui se passe dans cet espace francophone uniquement au début des années 90, outre l'intervention de Mitterrand en prononçant ce discours à la Baule, il y avait par la suite la prise de position de Jacques Chirac qui s'interrogeait sur la maturité des Africains à faire la démocratie. Avec le recul, on peut se poser la question s'il n'avait pas eu peut-être raison trop tôt ou pas. Non, je ne crois pas que Jacques Chirac, monsieur Jacques Chirac a eu raison de dire que les Africains ne sont pas mieux pour la démocratie. Je ne sais pas comment il mesure la maturité pour la démocratie. Dire que les gens ne sont pas mieux pour la démocratie, ça veut dire que ces gens-là n'acceptent pas la liberté. Même les animaux veulent la liberté. La démocratie, c'est fondamentalement la liberté, c'est fondamental le bien-être. Ok? C'est gouverner par le peuple, pour le peuple. Ok? Alors, si on dit que les gens ne sont pas mûrs pour la démocratie, ça veut dire que ces gens sont assez idiots pour accepter les affres de la dictature et la misère tout le temps. Et d'ailleurs, Jacques Chirac, avant d'aller faire ce discours en Côte d'Ivoire, était déjà passé au Bénin. Je ne sais pas si vous le savez, il était passé au Bénin pendant la conférence nationale. Il est parti voir Kérékou, le président Kérékou, et puis Monseigneur de Souza qui dirigeait la conférence pour lui dire d'arrêter tout ça. Et Monseigneur de Souza lui a dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous inviter à la séance de demain et vous viendrez dire aux Béninois que non, que la France demande qu'ils arrêtent tout ça. Et il a fui. Donc, vous imaginez, pourquoi il n'a pas pu aller dire ça? Parce que
s'il dit ça, le seul débat que les Béninois allaient engager avec lui montrerait qu'on ne peut pas dire à un peuple, c'est une injure à l'intelligence d'un peuple que de lui dire qu'il n'est pas mieux pour la démocratie. Est-ce que par exemple... Peut-être qu'il y a certains niveaux de démocratie qu'on ne peut pas atteindre. Et la démocratie, c'est un processus. On ne peut pas d'un seul coup commencer la démocratie et puis être à des niveaux très élevés de démocratie. Mais la démocratie, c'est le b.a.-ba de la gouvernance. C'est le b.a.-ba de la politique. Mais justement, est-ce qu'il ne fait pas allusion à la gouvernance, à ceux qui gouvernent beaucoup plus qu'au peuple? C'est vrai que vous parlez des peuples qui aspirent à la liberté, qui aspirent au bien-être, mais est-ce que cette aspiration-là est partagée par les gouvernements notamment? Les gouvernements ne sont pas les peuples. Et Jacques Chirac a dit que les Africains, ce n'est pas seulement les gouvernants. Les gouvernants dans l'Afrique francophone, ça fait combien? Il a dit les Africains ne sont pas mieux. Et il n'a même pas dit l'Afrique francophone. Il a dit les Africains ne sont pas mieux pour la démocratie. C'est ce qui est extrêmement grave. Ok? Donc, ce langage, je ne crois pas que ce soit vrai, ni hier, ni aujourd'hui. Que des gens aient refusé, se soient arc-boutés sur des intérêts individuels, personnels, et aient refusé de permettre que la démocratie puisse s'éclore en Afrique, c'est une chose. Mais dire que les Africains, dans leur globalité, ne sont pas mieux pour la démocratie, ce n'est pas vrai. Alors, dans ces conditions, comment se fait-il que la démocratie arrive à s'appliquer, à marcher dans certains pays? Elle marche dans certains pays africains. Quand vous allez au Nigeria ici, ils font la démocratie. Au Ghana, ils font la démocratie. Au Malawi, ils font la démocratie. Au Kenya, ils font la démocratie. Comment se fait-il que ça marche? Pourquoi ça ne marche pas chez nous? En Afrique du Sud, on a eu peur. On a dit, ah, quand les Africains vont prendre le pouvoir, il n'y aura plus la démocratie. Il y a la démocratie en Afrique du Sud. Alors, je ne crois pas. Je crois que tout est question des hommes et des femmes que nous avons au pouvoir. Si la volonté y est, si on essaie d'éduquer nos peuples, d'aider nos peuples, si on fait ce qu'il faut, l'Afrique peut vivre la démocratie, mais bien évidemment, pas tout de suite la démocratie comme l'Occident la vit aujourd'hui. La démocratie qui va aller progressivement et qui, à un moment donné, peut devenir un exemple. Si on met de côté cette prise de position depuis les années 90 de Jacques Chirac, que vous dénoncez, et là, mais attardons-nous sur les résistants à cette démocratie. Mais comment les comprendre? Est-ce qu'on peut dire qu'eux, ils ne sont pas relativement mûrs pour que la démocratie puisse s'installer en Afrique ou quoi? Non, c'est une question d'intérêt personnel. Les gens qui sont au pouvoir, qui jouissent du pouvoir, qui sont dans l'entourage du pouvoir, qui sont dans l'ethnie de ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans la famille de ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans le parti politique de ceux qui sont au pouvoir, n'ont pas envie de quitter. Parce que justement, la gouvernance en Afrique, notamment en Afrique francophone, dans beaucoup de nos pays, est faite telle que celui qui est au pouvoir, il gouverne pour lui et il gouverne pour son entourage. Il gouverne pour sa famille, il gouverne pour son ethnie, il gouverne pour son parti politique. Alors que, justement, la démocratie exige que celui qui est au pouvoir gouverne pour le peuple et que des intérêts par ricochet retombent sur lui et sur son entourage. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc ceux qui résistent, ils résistent parce qu'ils ne veulent pas perdre la jouissance du pouvoir. Si on enlève ça, vous verrez, mettez-les dans l'opposition et vous verrez s'ils ne vont pas lutter pour revenir au pouvoir dans le cadre de la démocratie. C'est ce qui s'est passé au Bénin. Ceux qui étaient à Zonyiho et autres, le colonel Zonyiho et autres, mais ils ont voulu même arrêter la conférence nationale. Ils ont écrit un discours à Kérékou, qui a fait un autre discours et qui est arrivé au moment de la clôture de la conférence, qui a sorti un autre discours à leur surprise. Parce que les Azonhiro et autres, Azonhiro qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, ils ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Ils ont résisté. Kérékou leur a tourné le dos et le Bénin a connu la démocratie. Le Bénin vit la démocratie. Le Bénin vit un certain processus démocratique actuellement. Ce processus continue un peu partout en Afrique. Nous en parlerons avec les coups d'État qu'on connaît depuis quelques années maintenant dans l'espace francophone. Mais cette démocratie, sur sa définition, on sait que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur une démocratie unique. Mais pour vous, puisque vous vous êtes révélé au début des années 90, vous êtes battu pour cette démocratie, vous continuez pas à vous battre pour la démocratie. Quelle est votre définition à vous? Non. Vous vous alignez sur celle de Lincoln, par exemple. Savez, je crois que globalement, ce que Lincoln a dit dans les années 40 correspond
à la démocratie d'une façon générale. Maintenant, à l'intérieur, il y a des évolutions. La démocratie, c'est nécessairement un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais comment? Avec des représentants qui votent des lois, des budgets, des orientations, un exécutif qui applique ces orientations au peuple, des élections libres, démocratiques et transparentes, le respect des libertés, mais également le respect des droits et des devoirs. Et je crois que c'est dans la démocratie que les devoirs sont les plus durs pour les citoyens. Beaucoup ne le savent pas. Dans les dictatures, on peut se permettre beaucoup de choses. En tout cas, certains citoyens peuvent se permettre beaucoup de choses. En démocratie, les règles sont strictes. Il faut les appliquer. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Il y a l'égalité des citoyens, comme Solon l'a constaté en Égypte, au moment où il va parler pour la première fois de démocratie. Les citoyens sont égaux. Ils sont considérés comme des citoyens égaux, même si certains sont intellectuellement, matériellement, financièrement beaucoup plus nantis que les autres. Les citoyens sont les mêmes. Ma voix vaut ta voix, vaut la voix de l'autre. Et c'est comme ça que ça se passe. Bon, malheureusement, tout ça là a été un peu dévoyé et les gens parlent aujourd'hui de démocratie en considérant tout juste qu'ils ont des constitutions et des textes qui parlent de démocratie. La démocratie, c'est un mode de gouvernement parmi tant d'autres à un certain moment du continent. Et beaucoup ont pensé que ce processus pourrait permettre à nos pays de se relever aux côtés d'autres formes de gouvernement, notamment les dictatures qu'on connaît dans certaines contrées du monde. Est-ce que vous pensiez que l'Afrique aurait dû faire ce choix-là? Parce que certains commencent par se poser la question de savoir est-ce que c'est le bon choix ou pas? Puisque presque 30 ans après, il y a des questions qui continuent par être posées. Est-ce qu'on aurait dû ou est-ce qu'on n'aurait pas dû rester avec les partis uniques? Puisque ceux qui incarnent cette démocratie aujourd'hui, certains peut-être sont pires que ceux qu'on a combattus comme étant des dictateurs. Oui, justement, et c'est là où je parle de gouvernance. La démocratie, ce n'est pas uniquement de venir se draper de l'apparence, ce que j'appellerais démocratie cosmétique, hein, ou démocratie frelatée. La démocratie, c'est un système qu'il faut vivre et qu'il faut faire vivre honnêtement. Le problème, c'est que on aurait dû, on a fait l'expérience. L'Afrique n'a pas eu l'indépendance avec la démocratie. L'Afrique a fait l'expérience de la dictature, du parti unique, dans lequel on nous a dit que c'est dans ce seul système que nous pouvons nous développer. Mais ça n'a pas marché. Alors, on aurait dû rester dans un système qui ne marche pas, qui a généré toutes les misères du monde et considérer que non, que c'est le meilleur système pour nous. Vous savez, la dictature peut marcher à certains endroits. La dictature dans quel sens? Dans le sens de l'absence de démocratie, de l'absence de certaines libertés, elle peut marcher. Elle a marché chez certains peuples. La Corée du Sud ne s'est pas développée en démocratie, c'est en dictature. La Chine ne se développe pas aujourd'hui. Les pays asiatiques qui se sont développés plutôt en dictature. Mais quelle est la différence d'avec nous? La différence d'avec nous, et l'Afrique notamment, c'est que dans ces pays-là, les gens sont fondamentalement attachés à l'intérêt général et à l'intérêt de leur pays. Les gens sont fondamentalement attachés. Ceux qui gouvernent ne gouvernent pas pour l'intérêt personnel d'abord. Ils gouvernent d'abord pour leur peuple, pour l'intérêt général, et ils gouvernent pour réaliser quelque chose pour leur pays. Ce qui n'est pas le cas dans la mentalité de la plupart des gens en Afrique. Ceux qui gouvernent ont gouverné et ont fait émerger leur pays en Asie, n'ont pas gouverné pour leur ethnie, pour leur tribu, pour leur famille. En Afrique, malheureusement, nous n'avons pas cette dimension. Cette dimension de travailler pour la nation, de créer l'idée de nation, de faire développer la nation, nous ne l'avons pas. Et donc, de concéder le pouvoir à une seule personne pour gouverner pendant des années sans changement, c'est accepter que la misère s'installe, que le mal-être s'installe et s'enracine définitivement. C'est ça. C'est en analysant, en faisant le tableau,
Est-ce qu'on peut dire, suite à votre conclusion là, que l'Africain, il est particulier? Beaucoup d'Africains sont particuliers. Je ne crois pas que si moi, Jean Degli, tel que je vois les choses, que je les ai vues avant de commencer à me battre très tôt pour ça, si j'avais eu l'occasion de gouverner, je l'aurais fait de cette manière-là, jamais. Ni pour moi, pour mon intérêt personnel, ni pour ma famille, ni pour mon ethnie. Non, je ne l'aurais pas fait. J'aurais gouverné plutôt comme l'a fait Rawlins quand il était arrivé. Rawlins était dans une dictature, hein, mais Rawlins a changé le Ghana. Et Rawlins, quand il est sorti de cette période-là pour faire la démocratie, il a encore respecté les règles démocratiques normalement. Et Rawlins ne s'est pas enrichi sur le dos des Ghanéens. C'est à cause de ça qu'il est demeuré un héros pour eux jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez? Donc, moi, je vois le pouvoir autrement. Je ne vois pas le pouvoir à travers le prisme de la jouissance. Je vois le pouvoir à travers le prisme de la mission, de la vision, de la tâche et de ce qu'on peut donner à sa nation. Et quand on quitte, on laisse un nom, on laisse des choses, on laisse des réalisations, on laisse un pays qui va mieux que quand on était arrivé. Ça, c'est votre position, Jean Degli, mais d'autres acteurs africains qui s'étaient révélés au début des années 90. Pour certains, les peuples se sont battus pour eux. Et on peut citer l'exemple du Guinéen Alpha Condé. On peut citer aujourd'hui même le cas de Macky Sall, qui à un moment donné a voulu passer à l'étape du troisième mandat. Il y a d'autres exemples sur le continent africain. Mais c'est pourquoi je parle d'Africains en particulier. Et comment comprendre que ceux qui se battent, là, vous donnez votre exemple, mais nous sommes dans la fiction, on ne sait pas ce qui va se passer demain si Jean Degli devenait chef d'État. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, comment comprendre ça? C'est-à-dire, beaucoup de gens se battent, ont donné même leur vie pour des leaders politiques africains, et puis une nouvelle fois au pouvoir, on a compris qu'en réalité, ils ne sont pas des démocrates qu'ils ont vendus à leurs concitoyens. Oui, oui. Vous savez, quelqu'un comme Alpha Condé dont vous avez parlé tout à l'heure, moi j'ai connu Alpha Condé en France, je l'ai fréquenté pendant un certain temps, je suis devenu même très ami avec celui qui sera son ministre des Affaires étrangères, Rachid Ndiaye, et j'ai eu des discussions avec ce monsieur qui ont fait que quand il est arrivé au pouvoir et qu'il a commencé à se comporter comme il le faisait, je tombais des nues. Je tombais des nues. Mais ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de personnes, surtout de cette période-là, n'ont du pouvoir que la vision que les dictateurs en avaient. Ok? Pour eux, il faut qu'ils arrivent au pouvoir pour se réaliser. Pas pour réaliser quelque chose pour leur pays. Pas pour une vision nationale, mais pour eux-mêmes. Il faut qu'ils se réalisent à travers le pouvoir. Alors que on doit réaliser quelque chose à travers le pouvoir, et ce quelque chose-là, c'est national. C'est pour son pays. Macky Sall a étonné. Le président Macky Sall a étonné. Le président Macky Sall avait des difficultés avec Abdoulaye Wade. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre lui et Abdoulaye Wade qu'il a répliqué avec Sonko. Bien évidemment, Sonko aussi a commis certaines erreurs. Mais il n'en demeure pas moins que c'est... On voulait le poursuivre, il avait mobilisé des populations, et on a dit qu'il a fait blanchiment d'argent et ceci, cela. Et quand il est arrivé au pouvoir, il s'est servi des institutions démocratiques pour définitivement mettre au silence son opposition. Ce qui est dommage. Quand on est un démocrate, en tout cas... C'est pas comme les parents de la donner. Alors, une état du comportement du chef de l'État, comment vous le dites? Par rapport à Patrice Talon, qui vient de valoriser les pensions de retraite de loi pour 1 à 20%. Comment vous trouvez les mesures sociales qui données par rapport aux mesures sociales du Togo, que le Togo nous a fait a beaucoup de richesses plus que le Bénin. Deuxième préoccupation, c'est concernant le discours de la mesure que vous venez de calculer très bien, que c'est un opportuniste, un discours de fou, et puis encore un discours que nous pouvons qualifier. Parce que c'est déjà commencé les conférences nationales, le bandit a déjà commencé, et que ce que nous pouvons faire comme un discours d'être hypocrite. Ensuite, pour citer maître, s'il faut recommencer la conférence nationale 33 ans
ce que vous voulez de comparer par rapport à la conférence du Bénin et la conférence du Togo. Est-ce qu'il faut revoir, est-ce qu'il faut refaire la conférence du Bénin ou bien il faut recommencer la conférence du Togo? Pélé, Oui, allô? oui, vous avez des parents qui sont béninois? Oui, j'ai suivi bien la conférence du Bénin de A à Z. Non, non, en fait, ma question, c'est de savoir si vous avez... Parce que chaque dimanche, quand vous intervenez, vous faites toujours cette comparaison entre le Togo et le Bénin. Le Togo et le Bénin est un pays frère. Je ne sais pas où c'est. Si vous quittez de mener jusqu'à Porto-Novo, si vous parlez la langue vernaculaire à un Béninois, peut-être que celui qui n'a pas compris, c'est un étranger. Bien, merci, on a compris, Pélé, merci d'être passé par ici. Vous pouvez revenir si vous avez d'autres questions, maître. Oui. Est-ce que le chef de l'État a fait une promesse? Moi, je me rappelle. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas que le chef de l'État ait fait une promesse en disant qu'il va donner quelque chose aux parents d'élèves. Cela m'étonnerait d'ailleurs, parce que la plupart du temps, quand on veut aider les élèves, on leur distribue plutôt des cahiers à l'école, ou alors on prend des mesures d'ordre général, par exemple pour réduire la scolarité et autres. Et puis, quand on veut faire quelque chose, on le fait aux fonctionnaires, et tous les Togolais ne sont pas fonctionnaires. Donc, bon, je ne sais pas si le chef de l'État a fait une promesse. Mais bien évidemment, si une promesse est faite par un gouvernant, un homme politique, si la promesse n'est pas respectée, ce n'est pas une bonne chose. Quand on fait une promesse, il faut la respecter. Et d'ailleurs, comme tout citoyen, quand on fait une promesse même à ses enfants, il faut respecter la promesse. Maintenant, la conférence nationale togolaise, j'ai déjà eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que notre conférence nationale, elle a eu deux aspects. Un aspect technique qui a réussi à diagnostiquer et à proposer les meilleures solutions, et puis un aspect de déballage qui malheureusement a été dans l'exagération et n'a pas permis d'obtenir l'élément fondamental qu'on devait avoir à la fin de la conférence nationale, c'est-à-dire la réconciliation nationale. Donc s'il faut refaire la conférence nationale, bien évidemment, je ne choisirai pas qu'on fasse ce qu'on a fait qui n'a pas permis d'aboutir à la réconciliation nationale. Je choisirai la voie qui permette non seulement de faire le diagnostic, de trouver des solutions, mais également de se retrouver ensemble en Togolais en réconciliation nationale à la fin. La conférence nationale, c'est terminé, ça fait une trentaine d'années. Aujourd'hui, est-ce que les Togolais sont beaucoup plus réconciliés qu'avant, ou que, par exemple, la question de la réconciliation nationale, la problématique, elle demeure? À mon avis, ce problème demeure. Ce problème demeure. Chaque fois, on nous a parlé de relations armée-nation, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas que la réconciliation qui devait se faire entre les citoyens togolais et leur armée a été une réalité. Je ne vois pas que la réconciliation qui devait se faire entre les ethnies togolaises soit une réalité. Je ne vois pas que la réconciliation qui devait se faire entre le parti au pouvoir à l'époque et les autres partis et les citoyens togolais soit une réalité. Donc je ne crois pas qu'il y a eu véritablement réconciliation jusqu'à aujourd'hui entre les Togolais. Bien, merci. Deuxième auditeur, allô, bonjour. Allô? L'auditeur, il est parti entre-temps. J'ai quelques questions qui sont laissées sur nos plateformes. Ah, on me fait signe que l'auditeur est revenu. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Serge. Oui, Serge, allez-y. Bonjour, monsieur. Oui, parlez un peu fort, s'il vous plaît. D'accord. L'invité, on l'avait connu depuis qu'on était enfant. Je pense que notre vision, je la trouve un peu caduque maintenant. Parce que depuis qu'on était enfant, ils ont commencé à agir sur le déroulement de notre société ici. Moi, je vois rien de nouveau, rien n'a changé. Je pense qu'il va falloir changer de sauveur ou c'est pas en griffe, parce que c'est elle-même.
On a fait les mêmes, et vous toujours les mêmes. Merci. Serge, c'est votre nom. En réalité, moi, je n'ai pas invité un sauveur en réalité sur ce plateau. Pas du tout. Je n'ai pas invité un sauveur. Pas du tout. Donc, j'ai invité un compatriote togolais. Je ne sais pas où il a vu que je me suis proclamé, ou quelqu'un m'a proclamé sauveur. Moi, je ne suis pas venu ici en sauveur. Je suis militant des défenseurs des droits de l'homme et puis une des voix de la société civile. Hein, c'est tout. Je ne suis pas un sauveur. Allô? Cet auditeur, il est parti. J'espère qu'on va avoir un autre. Ok. Il y a quelques questions qui sont laissées là. Allô? Oui, bonjour. Oui, votre voix est là. Ça ne porte pas très très fort là. Tafik, comment vous allez? Ok, Tafik, allez-y. Je vous salue aussi, M. Tafik. Ok. Depuis l'avènement de la démocratie, moi j'ai fait un constat personnel. Ceux qui sont devant la liste là, après tout là, c'est eux qui deviennent des ministres, des premiers ministres, des députés, des maires, et puis tout ça s'arrête là. Pour que tu le contrôle du peuple. Et de deux, et les Français, à ce qui se passe au Niger là. La France là, pourquoi la France, quel problème l'Afrique a avec la France, ou bien quel lien que l'Afrique a payé aux Français? La France n'a qu'à nous laisser tranquille. Et l'ambassadeur de France qui est bloqué au Niger là, franchement, c'est lui honte. Si moi, personnellement, j'ai la force, moi, je vais aller l'interroger. Merci pour l'émission. Bien, merci d'être intervenu. La première partie de la question sur les intérêts des populations dans les processus démocratiques. Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça dit que les gens n'arrivent pas au pouvoir ou bien ne viennent pas participer au pouvoir avec l'idée d'apporter quelque chose au peuple. Ils veulent se réaliser eux-mêmes. Donc, c'est ce qu'il vient de dire, hein, c'est ce qu'il vient de répéter. Le peuple, on l'oublie. En fait, les gens qui luttent, ou du moins qui veulent aussi accéder au pouvoir, tout comme ceux qui sont au pouvoir, ils se servent du peuple. Le peuple est une faune électorale. Pendant la période électorale, on va lui promettre monts et merveilles. Et puis, on envoie quelquefois comme à des chiens quelques milliers de francs, quelques petits francs. Et puis, bon, après, une fois que les élections sont terminées et qu'on s'est proclamé vainqueur, c'est fini, ou on a trouvé une place. Et on considère que c'est pour soi qu'on l'a fait. Je vois ça au niveau des députés, des gens qui sont députés, qui ne retournent jamais vers les populations qui les ont élus et qui ne retournent voir les populations qu'au moment où il faut encore renouveler leur mandat. C'est extrêmement grave. Et les ministres qui sont là pour leur compte et qui passent en se remplissant les poches, en faisant n'importe quoi pour pouvoir avoir une marge matérielle et financière plus élevée que ce qu'ils avaient quand ils sont entrés, et puis après ils passent et puis c'est tout. Or, malheureusement la politique c'est pas ça, c'est la gestion des affaires de la cité, et quand on vient gérer les affaires de la cité, on travaille pour la cité. Voilà. La question du Niger, avec les difficultés entretenues aujourd'hui, matérialisées d'une certaine manière par la présence de cet ambassadeur dont ne veut plus Niamey, mais que Paris maintient. C'est une situation qui était imprévisible il y a encore quelques années, qu'un ambassadeur français dans une capitale africaine, dans les sphères francophones, soit déclaré persona non grata. Cela montre toute la problématique des relations entre la France et ses anciennes colonies, ou les territoires comme le Togo qui ont été sous son mandat. Ça montre la complexité, le fait que pendant longtemps, la France ait conçu les choses d'une certaine manière. Malheureusement, une manière qui n'a pas toujours été avantageuse pour les Africains, qui n'a pas toujours mis le colonisé au centre d'une préoccupation que de servir comme sujet et comme
je dirais, une bête à exploiter, une vache à lait, tout cela se retrouve aujourd'hui. Qu'un pays africain francophone déclare persona non grata un ambassadeur français, c'est étonnant. Et c'est, je ne sais pas, c'est comme un coup de tonnerre. Mais bon, les choses ont évolué et on en est là. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et je ne crois pas que la manière dont le problème est traité aussi... Nous parlerons dans un instant de cette série qui est en train de secouer l'Afrique francophone, les coups d'État. Le temps de retourner au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne. Bozambo, comment vous allez? Ah, ok, Bozambo, on vous écoute. Moi, ce qui me préoccupe maintenant aujourd'hui, depuis avant-hier, il y avait des refus de défense à Kélié. Ce n'est pas le sujet, mais les gens de Kélié, je ne sais pas où ils se trouvent, ils voient les centres, ils vendent les centres au bord de la route à 2500 à 2000 à 10%. À la station, il n'y a pas de défense. Ça fait 3 jours, jour pour jour. Mais les voitures de camions qui chargent les champs, ils sont dans les stations, mais ils n'arrivent même pas à diverser le centre. Je ne sais pas pourquoi. Et j'interpelle le ministre du Commerce. Elle n'a qu'à faire tout possible que les gens du CG de Sion n'ont qu'à trouver des réponses. Ça nous embête. Merci. Bien, merci d'avoir profité de notre antenne pour faire passer votre message. Pénurie d'essence du côté de Théviers, on n'a pas pu vérifier cette information. Mais si elle est vraie, Théviers c'est quand même à côté. Puisque, oui, mais je ne comprends pas. Ouais. Mais cela m'amène quand même à poser cette question qui concerne l'essence en Afrique. Quand vous prenez des pays, même producteurs comme le Nigeria, très souvent des pays qui sont soumis à des délestages ou soit à des pénuries d'essence, on ne comprend pas. Des pays comme le Gabon, ou des fois comme l'Angola, des pays producteurs d'essence. Oui, je crois que tout cela vient du fait que les pays africains ont leurs matières premières qui sont destinées d'abord et avant tout à l'exportation. On ne fait pas assez de raffinage chez nous-mêmes pour pouvoir servir nos populations. On exporte la plus grande partie. C'est un gros problème que nous avons jusqu'à présent. Les économies de rente que nous avons ne permettent pas de satisfaire les besoins de nos populations. Bien, voilà pour ce qui concerne ces pays producteurs de pétrole, j'allais dire, qui ont du mal à avoir de l'essence à disposition pour les populations. Le téléphone, est-ce qu'il sonne encore, le téléphone? Nous venons de passer 1 heure avec vous, Maître Jean Degli, mais la démocratie africaine, quand on scrute ce qui se passe sur les 30 dernières années, elle a eu quand même des bons points, notamment en ce qui concerne l'organisation régulière des élections. Et ça, c'est quelque chose qu'on a noté presque partout. On se bat pour organiser les élections. Comment expliquer ça? Oui, l'organisation des élections, c'est bien. C'est que tout le monde a compris que quand on parle de démocratie, il doit y avoir des élections régulièrement. Mais c'est quel type d'élection? C'est là où la question se pose. Quel type d'élection? Il y a des pays dans lesquels je dirais qu'il vaut mieux ne pas avoir des élections parce que c'est de la perte de l'argent, du temps et de tous les moyens pour ces pays-là. Puisque les résultats sont connus d'avance, ils seront toujours les mêmes. Alors pourquoi aller aux élections? Ce n'est pas la peine. Tant qu'à faire, que celui qui est là gouverne et continue de gouverner jusqu'au jour où il perd le gouvernail. Plutôt que de nous amener à aller aux élections, tout en sachant que non, que quand on va aux élections, ce n'est jamais la volonté populaire qui sera proclamée, et que ce qui se trouve dans les urnes sera le contraire, quelquefois l'exact contraire. Comme on l'a dit la fois dernière au Gabon, l'exact contraire qui va être proclamé. Si celui qui est au pouvoir a 17%, on dira que non, que c'est celui qui son challenger qui a 17%. On changera, on renversera les résultats. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi ce genre d'élection? Ça sert à quoi des élections dans lesquelles on a le résultat avant même d'aller aux élections? Il y a quelqu'un qui a dit que les Africains sont extraordinaires, qu'on a réussi à créer une machine à déterminer exactement les résultats des élections avant même d'aller aux urnes.
C'est pas sérieux. Maintenant, il y a d'autres pays qui ont connu des élections, qui ont été des élections correctes ou à peu près correctes, et puis qui vivent le processus. Mais le problème qui se pose, je l'ai déjà dit dès le départ, est-ce que dans ces pays aussi, est-ce que l'on gouverne pour les peuples, ou bien les gens qui viennent à travers des élections, aussi bonnes soient-elles, viennent juste pour gouverner pour eux et pour leur entourage. Et si c'est comme ça, le problème de gouvernance demeure et on risque d'avoir des soubresauts comme ceux qu'on a aujourd'hui. Si même pour ce qui concerne les élections, il y a des soucis, qu'est-ce qu'on peut mettre alors sur le tableau des avancées quand on regarde le processus démocratique africain? Oui, c'est ce que je dis. Il y a certaines avancées qui sont dans certains pays. Les élections se passent à peu près bien dans certains pays. C'est l'apprentissage. Les élections se passent à peu près bien. Et puis, on peut mettre sur le plan des avancées les quelques libertés qui ont été conquises, même si elles ont de plus en plus la vie dure dans des pays comme le Togo. Les libertés qui ont été conquises, liberté d'association, liberté de religion, liberté de conscience, liberté de presse, liberté de manifestation. Oui, c'est une avancée. C'est des avancées. Au moins, les gens ne sont plus étouffés, définitivement étouffés. Ils ont la possibilité de s'exprimer. Et comme je dis, même si de plus en plus on a l'impression que ça aussi, on veut repartir à zéro et être exactement comme dans une gouvernance exacte comme celle qui avait précédé les années 90. Malheureusement, c'est ce que nous retrouvons dans certains de nos pays. Allô? Oui, Tafik, votre voix, vous voudrez bien la hausser un peu plus? Ok, allez-y. Monsieur Déby fait partie des acteurs de la conférence. Il fait partie des premiers acteurs qui ont voulu la démocratie pour le Togo. À voir la situation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, où nous savons qu'il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'expression. Bon. Et aujourd'hui, la conférence nationale auquel M. Déby a participé, est-ce que nous êtes heureux de ce que nous vivons aujourd'hui? La séance peine à venir. Et nous sommes dans quelque chose de tourné à rond. Les partis traditionnels qui sont devant la lutte ont abdiqué. On ne sait plus quoi faire. Oh, M. Déby, j'ai perdu le mot. Elle dit quoi? Non, mais en fait, moi, je n'ai pas très bien entendu, mais en fait, l'essentiel, c'est que on est comme dans une sorte d'impasse. En réalité, c'est un peu ce qui... C'est ce que j'ai dit aussi. Hein, dans certains pays, on est dans une impasse. J'ai déjà parlé de la conférence nationale. J'ai dit que notre conférence nationale a sorti des résultats. Le problème, c'est qu'il demande si je suis satisfait. Ce que la conférence nationale togolaise a sorti, quand on prend les rapports et les propositions des différentes commissions, si on l'avait appliqué, le Togo ne serait plus là où il se trouve aujourd'hui. Notre pays ne serait plus là. Mais là où on n'a jamais appliqué. Mais là où donc ce n'est pas la conséquence de la conférence nationale. Ok, mais là où il est aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Non, je ne suis pas satisfait. Ok, pas du tout. Allô? Oui, allez-y. Maître, nous sommes dans un processus électoral depuis le 9 avril, où le département a commencé. C'est quand vous allez sur votre cadre d'électeur. Il dit que le recensement peut faire référendum sur la participation ou la non-participation. La population veut aller aux élections et attend toujours à ce que reprise dans la vérité de tout le monde, qui est un fier de tout le monde, qui on a vu que la série qui a pensé à la vérité à nous organiser le recensement, même a compris que ça n'allait pas, que ça ne va pas. Maintenant, cette série-là, est-ce qu'elle devait être encore en place parce qu'on nous a dit qu'il a un mandat de 1 an renouvelable? Est-ce qu'on peut renouveler? La Cour constitutionnelle actuelle, dont le président refuse, la HAC, tout ça là, est-ce qu'avec cette structure d'organisation-là, l'agenda constitutionnel que nous avons de 2018, nous devons aller aux élections au mois de décembre. Est-ce que l'agenda constitutionnel est possible? Il faut, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bien, merci, vous avez évoqué le processus électoral qui est en cours. Un mot sur ce processus. Bon, le processus électoral qui est en cours a connu quelques difficultés en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs à gauche et à droite. Cela a été dénoncé. Nous sommes intervenus auprès de nos autorités pour qu'on essaye de voir comment on peut corriger cela pour que ça ne devienne pas la source des contestations lorsque les élections auront lieu. Bon, je ne sais pas, peut-être que grand-chose n'a pas été fait jusqu'à présent. En ce qui concerne l'existence de certaines institutions, je crois que les acteurs politiques qui sont sur le terrain et qui sont confrontés à ces institutions doivent en parler. Et dernièrement, je crois que, en tout cas, ce que j'ai cru voir passer, il y a eu un réaménagement de la CENI. Entre-temps. Donc, bon, la HAC n'organise pas des élections. Et mais elle est impliquée d'une certaine manière. La Cour constitutionnelle ne fait que valider les résultats. Et je crois que un président de la Cour constitutionnelle sera nommé en temps opportun. Voilà. Vous serez tenté? Par la Cour constitutionnelle? Non, je n'en suis déjà pas membre. Je crois que ceux qu'on prend comme président de la Cour constitutionnelle, c'est ceux qui sont déjà membres, je crois. Ah oui, mais souvent, en fait, souvent. Est-ce que vous êtes tenté? Je ne suis pas tenté. Bien, merci. Mais si je devais le faire, je crois que je le ferai de ma façon telle que peut-être je ne serai pas la personne la plus appréciée. Il y a cette question-là, quand on évoque les élections, vous l'avez dit, la question c'est de savoir comment est-ce que vous entrevoyez les élections qui vont venir, mais l'auditeur dit, mais comment est-ce que vous vous préparez? Je ne sais pas si vous vous préparez pour ces élections. Moi je ne vais pas aux élections. Je peux aller voter, bien évidemment j'ai pris ma carte d'électeur, je peux aller voter si je trouve un candidat pour qui je vais voter, mais je ne suis pas intéressé par un poste sélectif. Il y a une autre question, toujours un peu par rapport à votre volonté éventuelle d'entrer dans une institution de la République. La question c'est, est-ce que vous êtes disposé à faire votre entrée dans un prochain gouvernement si les chefs de l'État vous approchent? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? En fait, c'est la question de Bertrand depuis Adi de Gomez. Tout dépend. Tout dépend. Moi, je n'ai jamais refusé de servir la République, mais les conditions doivent être posées et les conditions doivent être claires. Je ne rentrerai pas dans un gouvernement avec l'idée qu'il est parti au partage de gâteaux, comme j'ai défini ce que doit être le passage dans un gouvernement. S'il y a cette possibilité-là, que je passe dans un gouvernement et que je pose des actes dans l'intérêt de ce peuple-là, aussi petit soit-il, j'accepterai. Même si mon rôle c'est de balayer les rues, qu'on me donne les meilleurs balais, qu'on me donne les moyens. Quand j'aurai fini de balayer les rues, les Togolais diront, nous n'avons jamais vu nos rues aussi propres. C'est ce que moi je souhaite faire. Puisque le Togo, c'est pour nous tous. Et nous devons être prêts à servir. Mais pas pour n'importe quoi. Voilà. La deuxième partie de la question, c'est quel est votre regard sur ce vent de coup d'État qui secoue l'Afrique? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nuisible ou pas pour les États africains? Est-ce que c'est une opportunité? C'est bien ou c'est nuisible ou pas, je crois que ça dépend des peuples. Hein. Les peuples sentent les choses d'une certaine façon. Et c'est ça qui amène aussi les coups d'État que nous avons. En dehors de celui du Niger, qui est un peu controversé, parce que les conditions, les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent, je ne peux pas rentrer dans le secret des dieux, et qui retournerait plutôt d'une relation entre le chef de l'État et son chef de la garde présidentielle, ne me paraissent pas véritablement être des raisons d'intérêt national pour pouvoir renverser un pouvoir. Si je dois prendre les choses telles quelles et si les raisons qu'on a évoquées sont les véritables raisons. Maintenant, pour les autres, il y a des choses qui se sont passées concernant la gouvernance, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous êtes venu en disant « oui, oui, nous sommes venus dans la démocratie » qu'il faut gouverner comme au temps de la dictature. Si vous êtes venu dans la démocratie, vous voulez faire la démocratie et vous vous contentez de gouverner pour vous-même, pour votre entourage, pour votre parti politique, avec la corruption, avec les problèmes d'inégalité et tout ça, mais nécessairement cette gouvernance-là, c'est ce que les Africains ont rejeté globalement dans les années 90. Vous ne pouvez pas vous draper de démocratie pour venir leur offrir une gouvernance qui ressemble à celle d'avant la démocratie. Si vous leur offrez ça, mais les gens vont refuser. Et ça va créer ce que ça va créer, notamment des coups d'État, mais il faut être conscient. Il faut être conscient.
Nous parlerons encore des coups d'État dans un instant, mais il y a cette question de à côté Kankoeli. Les dirigeants africains ne peuvent pas profiter de la situation actuelle entre l'actuel président français et certains pays d'Afrique pour demander une nouvelle forme de relation France-Afrique. Demander une nouvelle forme de relation France-Afrique, je crois que beaucoup de pays le font déjà. Le Togo ne s'inscrit plus dans la relation France-Afrique comme cela était avant. Le Togo est devenu membre du Commonwealth. Le Gabon en a fait de même. Et beaucoup de pays africains, et notamment quand on prend le Burkina Faso, quand on prend le Mali, quand on prend la Guinée, les relations qui étaient entre la France et ces pays-là ont changé. Ont changé. Les Africains ont compris, et c'est une bonne chose, que l'Afrique est courtisée, l'Afrique est riche, sa richesse a été pillée pendant des années, elle a été mal exploitée par les Africains eux-mêmes, et qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans une nouvelle dimension des relations entre les partenaires étrangers et l'Afrique. Et donc, à partir de cet instant, la France n'aura plus de précaré en Afrique. Et si la France n'a plus de précaré, donc nécessairement, pour avoir des relations avec les pays africains, la France doit corriger, se réadapter à la nouvelle donne. Je crois que c'est ce qui se passe. Et personne ne peut plus revenir en arrière là-dessus. C'est ce qui se passe et c'est ce qui va continuer de se passer. Cette nouvelle donne est écrite en partie aussi par le rapprochement entre Africains et Russes. Comment trouvez-vous ce type de rapprochement-là? Rapprochement entre Africains et Russes, la Russie est une puissance aussi. La Turquie est devenue une puissance émergente. Le Brésil est une puissance émergente. Tous ces pays-là ont des relations avec l'Afrique. Même l'Iran a des relations avec l'Afrique. Pourquoi on refuserait que la Russie ait des relations avec l'Afrique? Parce que la Russie n'est pas du côté des Occidentaux? Non. La Russie aussi a quelque chose à proposer. L'essentiel est que les Africains se positionnent pour pouvoir discuter avec la Russie, pas de la même manière qu'on nous a imposé les relations par le passé, mais qu'on puisse ressortir d'une éventuelle relation avec la Russie l'intérêt des Africains. C'est ça. Aucun pays ne doit se voir fermer la porte parce qu'elle n'est pas du côté de X ou du côté de Y. Ce serait se comporter comme avant, où on nous disait la Russie ne doit pas rentrer parce que c'est le précaré français. Aujourd'hui, il n'y a plus de précaré. Tous les pays sont invités. Notre porte est ouverte. Nous sommes une femme courtisée, mais nous voulons choisir le meilleur homme pour nous. C'est ça ce que l'Afrique doit faire. Mais dans ce qui se passe, l'Afrique ne parle pas d'une même voix. Ce qui se passe à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou n'est pas forcément vu ou commenté ou prise de la même façon, par exemple à Pretoria ou à Bujumbura ou quelque part au Caire. L'Afrique n'est pas obligée de parler de même voix avant de pouvoir faire prévaloir son intérêt. Quel que soit le pays africain qui doit négocier avec des pays étrangers aujourd'hui, des partenaires étrangers, les Africains doivent penser d'abord et avant tout à leur intérêt, comme tous ces pays-là le font en venant chez nous. Ces pays ne viennent pas chez nous pour sauvegarder nos intérêts. Ils viennent chez nous pour leur intérêt. Eh bien, nous aussi, nous devons penser à nos intérêts. Et tous les pays doivent le faire. Que l'on soit d'accord avec la manière de le faire du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée ou pas, tous les pays doivent arriver aux mêmes conclusions que l'Afrique doit pouvoir tirer de ses relations avec les partenaires étrangers, de ses relations bilatérales ou multilatérales. L'Afrique doit pouvoir tirer le meilleur possible pour ces populations. Nous évoquions la démocratie. Entre-temps, nous avions pu mettre du doigt sur quelques avancées. Mais il y a aussi beaucoup de défis pour ce continent. Énormément de défis. L'Afrique est le continent le plus pauvre sur le plan du développement. Le plus riche en matière de sous-sol et de sol, mais le plus pauvre en matière de développement. En matière de développement, en matière d'évolution de ces populations, l'Afrique est le continent le plus pauvre. Donc, sur ce plan déjà, il faut savoir que nous avons tous les défis à relever, sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan matériel. Des pays en Afrique sont encore à l'étape de balbutiement en matière de monnaie. Nous sommes un continent qui doit faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'avancées, et arriver lorsque le moment viendra, lorsque l'Asie aura passé le relais, comme l'Occident et notamment les États-Unis sont en train de le passer aujourd'hui à la Chine, que nous puissions prendre le relais et entraîner le reste du monde. Il se dit que parmi les défis qui se posent à notre continent, il y a la question de la transparence, que les Africains, ou pour la plupart des pays africains, la question de la corruption, le dessous de table, sont des questions qu'il faudrait corriger pour éventuellement espérer un meilleur relèvement de notre niveau de développement. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ou pas? Totalement, totalement.
La corruption ne fait évoluer aucun pays. Et la corruption existe partout. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'elle existe, mais elle est une gangrène en Afrique. Vous savez, dans les pays occidentaux, vous avez aussi de la corruption. Mais elle n'est pas le principe, c'est une exception. Chez nous, la corruption, c'est le principe. C'est même toute la société, pratiquement. OK? Donc, il nous faut sortir de ça. Il nous faut sortir des histoires de dessous de table. Il nous faut sortir des histoires de pillage. Il nous faut faire un peu la révolution que J.J. Rawlings a fait un peu avec les Ghanéens, hein, en disant « Je balayerai ce pays avec le sang de ses citoyens s'il le faut, mais il faut arrêter certaines choses. » L'état dans lequel le Ghana était dans les années 70-80, nous avons connu, hein, c'était une catastrophe. On appelait quelque chose à l'époque Kalaboulé. Mais le Ghana était dans une situation extraordinairement désastreuse. Mais quand ce monsieur est venu, eh bien, en fermant les yeux, il a réussi à sortir son pays. Aujourd'hui, le Ghana peut s'enorgueillir d'un certain nombre d'avancées. Donc, chaque pays africain doit pouvoir faire cet effort-là. Il nous reste encore une douzaine de minutes pour terminer cette émission. Attendons-nous un peu sur la démocratie togolaise. Et certains dans ce studio n'aiment pas parler de démocratie. Certains des acteurs, quand on les invite ici, parlent plutôt de dictature. Vous, par exemple, quel est votre regard sur le processus qui est en cours dans ce pays? Je parle d'une avancée vers la démocratie en espérant que véritablement on entrera dans cette avancée, on fera des avancées significatives. Sinon, nous avons des textes qui sont des textes démocratiques. Mais nous avons une pratique qui est souvent une pratique non démocratique, sur beaucoup de plans. Donc, il faudrait que nous fassions un effort pour que la pratique corresponde à nos textes, qui sont des textes très importants, très avancés, des textes très positifs. Quand vous voyez le nombre de principes de droits humains, de droits de l'homme qu'il y a dans la constitution togolaise, vous ne trouvez pas ça dans une autre constitution dans le monde. Et pourtant, que faisons-nous de la défense des droits de l'homme? À un moment donné, moi j'ai applaudi les avancées des droits de l'homme qu'il y avait au Togo. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire que j'ai quelquefois des difficultés à comprendre ce qui se passe chez nous. Donc, nous sommes en train d'avancer, mais il faut que nous rentrions rapidement dans le vrai de la démocratie et dans la pratique démocratique totale, pure et dure, avec le respect des institutions, le respect de la séparation de pouvoir, une justice qui devienne une justice véritablement compétente et qui ait son nom de justice, parce que ce que nous avons aujourd'hui, je suis un acteur dans ce domaine, je trouve ça dommage. Il faut que nous fassions des efforts sur tous les plans et que le Togo, avec les quelques avancées que nous avons à gauche, à droite, qui sont des avancées démocratiques, que dans l'ensemble, nous créons toutes les conditions pour qu'on puisse nous appeler définitivement pays démocratique. Vous êtes avocat, vous êtes donc du secteur de la justice. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Beaucoup de choses, énormément de choses. Mais énormément de choses qui ne sont pas positives, qui sont graves. Je ne dis pas que tous nos magistrats sont corrompus, tous nos magistrats font mal. Non. Il y a des gens qui sont de bons magistrats, qui font leur travail de façon respectueuse de la loi et des faits. Mais il y a beaucoup qui malheureusement n'arrivent pas. Et on ne comprend pas que cela puisse continuer. Et nos populations ne sont pas assez outillées pour pouvoir dénoncer certaines choses. Il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement graves dans notre justice et pour lesquelles il faudrait qu'il y ait des changements radicaux. Il faut qu'il y ait des changements radicaux. À défaut, la justice, qui est en fait l'institution, la première institution censée préserver la paix, le calme entre les citoyens, va être celle qui va entraîner l'anarchie absolue dans notre pays. Il y a des décisions de justice, quand vous les voyez, bon, ce n'est pas pour moi que c'est rendu ou bien contre un de mes clients, mais quand je les vois, je suis ahuri. Je ne peux pas comprendre ça. Et puis il y a des décisions que des magistrats vont vous rendre, même si ces décisions vous sont positives, vous n'arrivez pas à pouvoir les assumer. Non. Je suis quelqu'un qui veut objectivement que les choses marchent. Et que ce soit à mon profit ou à mon désavantage, eh bien, quand c'est à dénoncer, je les dénoncerai. Quand c'est à apprécier, je les apprécierai. Voilà. Toujours en rapport avec la démocratie togolaise, quand on l'évoque, beaucoup parlent de l'alternance. C'est une question qui revient presque chaque fois que nous avons des invités ici. Est-ce qu'on l'aura? Parce que certains pensent qu'on ne l'aura jamais au Togo. Ça dépend de ce qu'on met dans l'alternance. Oui, mais... Attendez, je vais faire d'abord une précision. Certains pensent
côté pouvoir, que déjà il y a eu alternance, du fait que le chef de l'État, l'ancien chef d'État, le général Adema n'est plus au pouvoir, et que le parti qui est au pouvoir s'appelait, ou qui était au pouvoir s'appelait RPT, aujourd'hui on a uni. Est-ce que vous partagez cette approche-là? L'alternance, pour moi, ce n'est pas un changement de personne uniquement, c'est un changement de gouvernance, c'est un changement d'approche, c'est un changement de la politique. Et tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas parler d'alternance. Ok? Si on a ça, on peut parler d'alternance. Et l'alternance dans ces conditions serait multiforme. Si on fait les mêmes choses tout le temps, avec les mêmes personnes, on continue la même pratique, je ne vois pas où il y a alternance. Même si demain on changeait celui qui est au pouvoir, c'est-à-dire M. Faure Gnassingbé, que quelqu'un d'autre venait au pouvoir, et qu'il continuait exactement comme dans les années 60, 70, 80, je ne sais pas comment je peux parler de véritablement d'alternance. Et justement, c'est le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique. L'alternance se situe au niveau de la gouvernance. L'alternance dans la gouvernance, voilà. Toujours en rapport avec cette démocratie togolaise. J'avais dit tantôt, parlant des Africains, si les Africains étaient particuliers ou pas, mais les Togolais, est-ce qu'ils sont particuliers? Parce que beaucoup pensent qu'autour de nous, la question de l'alternance est réglée d'une certaine manière, et qu'un certain nombre de questions liées à la démocratie sont relativement réglées, et que le Togo, là, demeure une des raretés où le parti au pouvoir, ou celui qui incarne ce parti-là, ils sont les mêmes depuis presque 60 ans. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez les Togolais? Quand les autres peuples marchent sur les deux pieds, les Togolais marchent avec les deux bras. Je ne vois pas ce qu'il y a de particulier. Nous ne pouvons pas faire ce que tout le monde peut faire. Le Togolais ne me paraît pas particulier. Le Togo ne me paraît pas particulier pour que nous soyons toujours en marge de ce qui doit être fait. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe au Togo? Ce qui se passe au Togo, c'est que nous avons effectivement, comme vous dites, le même parti qui peut-être a changé de nom, ou la même famille qui est au pouvoir. C'est ce que vous avez eu au Gabon aussi. C'est ce que vous avez eu au Gabon. Les Gabonais ne sont pas plus particuliers que qui que ce soit. Ce sont les êtres, ce sont les humains, ce sont des hommes et des femmes qui conçoivent les choses d'une certaine façon et puis qui les mettent en pratique d'une certaine façon. On ne peut pas dire que c'est parce que les Togolais sont particuliers que ça nous arrive à nous. Non. Par rapport aux défis qui sont les nôtres au Togo, mais ailleurs en Afrique, certains pensent qu'il faudrait une démocratie à l'africaine. Je ne sais pas si il vous est arrivé une fois de penser qu'il faudrait trouver une solution à la démocratie en inventant une démocratie africaine. Je ne crois pas qu'on va inventer une démocratie africaine, à moins de trouver un autre concept, okay, qui ne soit pas la démocratie. La démocratie, c'est la démocratie. Mais la démocratie, comme j'ai dit, a des étapes. Okay? Je crois que l'Afrique peut faire la démocratie en allant à un certain rythme. On ne peut pas faire la démocratie dans nos pays africains en copiant tout de suite ce qui se passe dans les pays occidentaux, qui ont eu plusieurs années de démarche démocratique, d'évolution démocratique. La démocratie est d'ailleurs un processus. Et dire que l'Afrique doit aller à un certain rythme en matière de démocratie, je peux le comprendre. Mais dire qu'on va créer une démocratie à l'africaine, je ne crois pas. Qui va la créer d'abord? Qui va créer cette démocratie à l'africaine? Les chefs d'État qui sont là actuellement? Les populations? Qui va la créer? Les oppositions? Je ne crois pas. La démocratie est un concept qui nous unit. C'est un concept qui existe déjà. Maintenant, là-dedans, comme c'est un processus, il y a des évolutions étape par étape. Voilà. Face à toutes ces questions, il y a ces intrusions des militaires depuis quelque temps. Ça a commencé quelque part au Mali et puis après, ça a pris feu dans plusieurs capitales africaines. Certains pensent que c'est peut-être que les chefs d'État qui sont dégommés pour que derrière on ait plus de démocratie. Est-ce que pour vous, c'est la voie royale pour plus de démocratie? Ça doit passer par les casernes, les garnisons? Non, je ne crois pas que ça doit passer par les garnisons, mais je pense que ce qui est fait, c'est la gouvernance qui est mise en jeu, qui est remise en cause. Okay? La gouvernance est remise en cause. C'est pour avoir une meilleure gouvernance. Est-ce que nécessairement, il faut que les hommes en kaki reprennent le pouvoir avant? Je ne crois pas. Je crois que ceux qui arrivent au pouvoir en Afrique, ceux qui gouvernent en Afrique, peuvent prendre conscience eux-mêmes et changer les choses. Avant que le troisième larron n'arrive,
Si nous nous entendons pour améliorer les choses et faire une meilleure gouvernance acceptable ou à peu près acceptable par tous, je crois qu'on n'aura pas besoin de voir les hommes en armes venir prendre le pouvoir pour faire cette refondation de gouvernance que nous sommes en train de voir actuellement. Ils sont applaudis, les militaires, un peu partout. Ils sont applaudis. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça aussi? Non. Puisque les coups d'État sont en réalité une négation, quand même, à tout processus démocratique. Vous savez, Pierrot, lorsqu'un peuple est en souffrance, lorsqu'un peuple pense que celui qui le gouverne ne fait pas les choses dans son intérêt, qu'il va à la dérive, qu'il le brime, qu'il l'oublie, qu'il l'ignore, qu'il ne lui rend pas compte, n'importe qui devient un sauveur. N'importe qui devient un sauveur. Et jusqu'à ce que le sauveur, là aussi, nous montre ses limites, eh bien, on va l'applaudir. Le jour où il montrera sa limite, on va le décrier. C'est ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. On applaudit les coups d'État parce qu'on considère que ce qu'on a demandé au sortir des années 90, ce n'est pas ce que nous avons. Il faut revenir à ce que nous voulons. Et maintenant, est-ce que ces hommes en armes vont pouvoir donner aux populations ce que ces populations veulent? La meilleure gouvernance? Est-ce que quand ils vont laisser le pouvoir après les transitions, est-ce qu'on ne retombera pas encore dans les mêmes travers? Eh bien, on verra. En tout cas, comme nos gouvernants savent maintenant que les armées peuvent revenir en Afrique comme dans les années 60, peut-être que ça donnera des idées meilleures aux uns aux autres. Vous pensez que dorénavant, les chefs d'État qui sont au pouvoir vont prendre conscience qu'il faut se mettre dans les rangs? Je ne pense pas qu'ils vont prendre conscience, je dis qu'ils doivent prendre conscience. Ok? Ils doivent prendre conscience. Voilà. Ils doivent. C'est une menace qui est là, selon vous? Il y a une menace, puisque les populations contestent. Ok? Les populations contestent. Et pour peu que ces contestations aillent à un certain niveau, il peut y avoir renversement de l'ordre établi, l'ordre constitutionnel établi. Dans ces conditions, est-ce que les erreurs qu'il y a, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ce que les hommes viennent en armes et qu'on prenne les armes pour rétablir la gouvernance? Ou bien est-ce qu'il faut nous-mêmes réfléchir et améliorer les choses? Je crois que la meilleure solution, c'est de prévenir plutôt que d'attendre pour guérir. Bien, merci d'être venu. Dans mon introduction, je parlais de cet incident au niveau du port et je parlais aussi du poisson. Je parlais de la sauce au poisson. Je ne sais pas, ce dimanche, quel est votre plat et au sortir de cette émission? Je ne sais pas si vous avez déjà mangé. Je n'ai pas encore mangé. Je mangerai certainement du